Bonjour à tous, grand rendez-vous mobile business aujourd'hui dans Smart Tech. On va parler d'une bataille dans le messaging avec Apple qui s'allie à Google face à Meta, notamment autour du RCS, vous savez, cette révolution du SMS. Et puis on portera un regard juridique sur le monde de la donnée avec cette question de réglementation des professions numériques. Mais d'abord, élever le niveau de cybersécurité des PME, c'est tout de suite dans Smart Tech. Je vous propose une visite à Toulouse. Un nouveau centre de cybersécurité est en train d'émerger en Occitanie. Alors le premier à s'être installé dans le gigantesque bâtiment nommé Data Valley s'appelle iTrust, filiale du groupe Iliad. On y trouve de la recherche, du développement de solutions, notamment de solutions d'intelligence artificielle pour la cybersécurité, une cellule de crise, de détection des attaques, d'audit. Enfin tout y est à peu près, jusqu'aux écoles de formation. Au total, ce sont plus de 100 experts qui seront réunis avec des équipes aussi dédiées du côté de FreePro, de Scaleway. C'est une forme de démonstration de force, en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu pour le groupe Iliad dans ce domaine, qui affiche clairement son ambition de monter en puissance sur la commercialisation de solutions cyber pour les PME. Donc on s'est rendu sur place et on a tendu notre micro au président fondateur d'iTrust, Jean-Nicolas Piotrowski, et également à Jérémy Johan, data scientist au sein de la cellule R&D. Jean-Nicolas Piotrowski, on est où là ? On est au nouveau vaisseau amiral d'iTrust. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a un peu l'impression d'être dans un gros buzz en ce moment. Qu'est-ce que vous apportez de différent en matière de cybersécurité avec l'intelligence artificielle ? Alors, sur l'IA, nous, on n'est pas des chercheurs en IA, donc on applique des modèles mathématiques qui sont déjà utilisés dans d'autres métiers, on les applique à la cybersécurité avec un savoir-faire. Donc il n'y a pas d'innovation en IA, il y a de l'innovation dans l'application de l'intelligence artificielle dans le métier de la cybersécurité. Nous, ça fait depuis plus de 10 ans qu'on travaille sur l'analyse comportementale, donc on a été parmi les premiers en France à le faire, et là on a des vrais produits qui s'appuient sur l'intelligence artificielle. Et ici, il y a des chercheurs, parce qu'on a vu le pôle R&D, mais vous travaillez aussi avec des organismes publics de recherche ? Oui, on travaille, ça fait plusieurs années qu'on travaille soit avec l'IRIT, le LAS, le président, le directeur général du LAS sera présent ce soir, qui est le laboratoire du CNRS en informatique. On a l'IRIT, on travaille avec certaines écoles de Saclay. Le LIPN à Paris, donc pas mal de chercheurs. Notre chercheur référent c'est Thierry Berthier, qui est un des plus grands chercheurs en Europe sur la cybersécurité, qui nous oriente aussi sur ce qu'on veut faire en cyber. Donc il y a les chercheurs pour plutôt essayer de trouver des méthodes mathématiques pour les 3 ans qui arrivent. Et puis après il y a l'application de ça au jour le jour, et là c'est plutôt les équipes de Scaleway, de FreePro, les équipes d'iTrust, où on essaie d'appliquer ça sur les modèles mathématiques, sur des vraies infrastructures, sur des vrais clients. Voilà. Donc, et là, l'ambition, elle est business finalement, non ? Avec ce hub, c'est quoi ? C'est montrer ce qu'on sait faire en matière cyber auprès des clients, justement, de FreePro, auprès des PME, qui sont une des cibles premières de FreePro ? Oui, c'est exactement ça. On sert aussi de démonstrateur du savoir-faire du groupe, de Free, d'iTrust, de FreePro. On sert de démonstrateur de la région Occitanie, parce qu'en fait, tout le bâtiment va être équipé ou va héberger des entreprises de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. Donc les gens vont pouvoir venir voir des délégations étrangères ou des grands clients ou des PME ou des groupements de business vont pouvoir venir voir ce qu'est un SOC, un centre de supervision, comment on traite les alertes, etc. Donc il y a un effet démonstrateur, vraiment cas réel. C'est un démonstrateur et un hub aussi pour le groupe. Tout ça, ça a vocation effectivement à être fédéré. Donc on travaille aussi beaucoup avec la région pour essayer de voir comment on va architecturer ça, faire fonctionner ça. Est-ce que ça doit être une entité dédiée en dehors de tout ce qui est commerce ? Et effectivement, vous avez raison. Nous, on a une démarche vraiment commerciale, business, parce qu'on considère que c'est ça qui peut très rapidement faire élever le niveau de sécurité des entreprises. Et à côté de tout ça, il y a quand même toute une partie RSE. Alors là aussi, c'est un buzzword, mais c'est notre challenge, c'est protéger l'entreprise, protéger le savoir-faire, les emplois et le citoyen européen. Et c'est pas rien en fait. Là, on en parlait ensemble, on sécurise une 60aine d'hôpitaux.
Ça veut dire que ces 60 hôpitaux qui ne sont pas piratés aussi grâce à iTrust. Donc tout ça, c'est important parce que ça donne une énergie, ça donne un sens à tout ce qu'on fait, qui est la protection non pas juste informatique, mais d'un métier, d'un savoir-faire, d'une protection du citoyen, de protection des données du personnel du citoyen, de son emploi, des savoir-faire des entreprises qu'il emploie, etc. Donc, et c'est en fait ça dans quoi on se reconnaît et qui est super intéressant. En fait. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment vous utilisez en fait le LLM, les nouveaux grands modèles de langage en matière de cybersécurité. Vous êtes en charge de la R&D, de la recherche. Sur quel type de projet vous travaillez autour de l'IA? Alors, déjà, ça me semble important de préciser que jusqu'ici, on travaillait sur d'autres projets. Donc, on travaillait principalement sur des projets qui utilisaient des méthodes d'analyse comportementale pour détecter des attaques connues, mais également des attaques qui utilisent des méthodes jusque-là inconnues. Et donc, comme vous le disiez, maintenant, on travaille de plus en plus sur des projets qui utilisent les LLM, donc les technologies un peu comme ChatGPT, sauf qu'évidemment, nous, on n'utilise pas ChatGPT, on utilise des choses open source qu'on met chez nous. Et donc, on va être sur des projets comme de l'aide à la remédiation, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un outil, un LLM, auquel on va pouvoir faire appel si jamais un analyste ou un client se trouve dans une situation où il a besoin d'aide à la remédiation, si c'est un client, ou d'aide à l'investigation, si c'est un analyste. Ça permet d'accélérer en fait en matière de rémédiation aujourd'hui l'IA, l'intelligence artificielle, les chatbots, les grands modèles de langage. On a un peu l'impression que ça aussi c'est du bruit médiatique. Mais est-ce que vraiment vous diriez que ça permet de faire un saut en matière de cyber? Ça permet surtout d'aller plus vite et d'être plus efficient. Après, on ne pourra jamais tout automatiser, mais il faut se dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un derrière pour vérifier, parce que on n'est pas non plus à l'abri de situations où les LLM vont faire ce qu'on appelle des hallucinations. Donc, ils vont créer de l'information qui est totalement fausse. Donc, on a toujours besoin de quelqu'un derrière pour vérifier, mais c'est sûr que ça permet d'aller plus vite, ça permet d'être plus efficient. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, à l'occasion de cette inauguration, on a aussi pu croiser Marc Stuhlmann, qui est conseiller régional d'Occitanie, président de CyberHawk, et puis qui s'apprête à installer dans ce même bâtiment Data Valley une nouvelle antenne du campus cyber parisien. Alors, a priori, c'est prévu pour la rentrée, mais depuis les législatives anticipées, c'est la grande inconnue. On rappelle que ce concept de campus cyber, qui doit être un lieu totem réunissant les experts de la cyber de tout horizon, était une volonté d'Emmanuel Macron au départ. Donc, qu'en sera-t-il à l'arrivée? Nous verrons cela. En tout cas, on suivra ça dans Smart Tech, bien évidemment. Allez, c'est parti pour notre grand rendez-vous. On change de sujet, grand rendez-vous sur le mobile. On va parler de la bataille dans le messaging. C'est l'heure de notre grand rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller, bien sûr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'Écran Mobile. Jérôme, vous êtes venu accompagner aujourd'hui une équipe de chez Cinch. On va découvrir de quoi on parle. En gros, on est autour du sujet du messaging quand même pour révéler quelques secrets de cette émission. Avec nous, Marie Romy. Bonjour, vous êtes consultante donc chez Cinch et Christophe Collier, responsable France. Bienvenue à tous les deux. On va commencer avec Jérôme à poser le décor. Jérôme, vous vouliez nous parler de ce business du messaging et plus particulièrement du RCS, cette révolution finalement des SMS avec une actualité qui est quand même particulièrement riche en ce moment. C'est le cas de le dire. Alors le messaging, vous le savez, c'est un segment particulièrement dynamique. Ça représente à peu près un tiers de notre temps d'écran digital. Ça peut monter jusqu'à 2 tiers chez les 15-24 ans. Alors ce qui est passionnant, c'est que c'est des applications de messaging, mais qui sont en train de se transformer en super applications sur le modèle du chinois WeChat et qui accueillent les marques pour faire de la publicité, pour faire du commerce électronique, pour faire de la relation client, quitte d'ailleurs à faire de l'ombre à leurs autres applications ou à leur site web. Avec une actualité donc assez chargée du côté de Meta et WhatsApp. Effectivement, Meta nous parle un petit peu moins de métaverse, mais on parle aussi de messageverse. Ils réinvestissent un petit peu ce segment en capitalisant sur les 3 milliards d'utilisateurs dédupliqués qu'ils ont entre leurs grandes applications, Instagram, Messenger ou WhatsApp. Et effectivement, début juin, Meta a organisé une conférence développeurs à Sao Paulo, au Brésil, un pays où WhatsApp est très très puissant. Je crois qu'on parle de 120 millions d'utilisateurs quotidiens. Et ils ont annoncé
fait plusieurs grandes nouveautés pour WhatsApp Business. Alors la première, ce sera la possibilité de faire certifier son compte WhatsApp Business avec la solution Meta Verified. C'est très utile pour les marques pour lutter contre les risques d'usurpation d'identité. La deuxième annonce, c'était l'arrivée des appels vocaux sur WhatsApp Business. Alors je crois que c'est limité à l'Amérique latine pour l'instant, mais ça permettra en gros d'appeler ces marques comme on pouvait le faire avec un téléphone ordinaire. Et la troisième grande nouveauté concerne bien évidemment l'intelligence artificielle avec la volonté de Meta de démocratiser les chatbots auprès des entreprises. Et on a aussi des actualités du côté d'Apple. Effectivement, une autre conférence développeur, la WWDC, dont vous avez parlé évidemment dans cette émission, avec la confirmation par Apple de l'arrivée du RCS sur iPhone. On en parlait depuis plusieurs mois. Et donc, ils vont rejoindre le RCS qui est soutenu jusqu'à présent par Google et par les grands opérateurs cellulaires et présenté comme le successeur du SMS. Alors concrètement, maintenant, on peut officialiser le calendrier. RCS va arriver à la rentrée en septembre avec le lancement d'iOS 18 et ça va permettre donc aux utilisateurs d'iPhone de recevoir des RCS de smartphones Android ou de marque. Alors Apple continuera de faire le distinguo entre le protocole iMessage, donc les fameuses bulles bleues, mais désormais les RCS arriveront sous forme de bulles vertes, tout comme les SMS sur les iPhones. Et donc le RCS, pour rappel, ça donne un coup de jeune au SMS. Donc c'est une interface enrichie avec des images, avec des cartes, avec des vidéos et puis aussi des véritables conversations avec notamment l'arrivée de chatbots. Et donc, toute cette nouvelle bataille là autour du messaging, c'est la grande bataille du digital à venir ? C'est mon sentiment, effectivement. Ouais. 15 ans après la bataille entre Apple et Google pour s'imposer sur nos smartphones, avec ce duel entre iOS et Android, on observe une forme d'union sacrée entre ces deux concurrents d'hier pour mieux concurrencer l'écosystème Meta. Et pour vous redonner quelques chiffres, le RCS, c'était à peu près 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels fin 2023. Avec l'arrivée d'Apple, on peut anticiper 2 milliards dès la fin de l'année 2024. Et puis avec le réservoir de smartphones Android, on devrait très rapidement arriver à 3 milliards d'utilisateurs actifs sur RCS en 2025 ou 2026, ce qui devrait permettre à ce protocole de faire jeu égal avec l'écosystème WhatsApp. Et donc, ça sera effectivement une grande bataille, une bataille de titans dans l'univers digital pour les prochaines années. Alors justement, on continue d'en parler avec nos invités, donc Christophe Collier et Marie Romy de Sinch. Sinch, donc acteur européen du messaging. Exactement, donc le champion, un des champions du messaging, des plateformes CPaaS, plateformes de communication. Et comment vous positionnez justement sur ce marché ? Alors, on est l'acteur leader en Europe. Leader en France, leader dans de nombreux pays en Europe. On est surtout, c'est 4500 personnes dans 50 pays. C'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Côté en bourse, c'est une grosse structure. Et c'est aussi, surtout, 800 milliards de points d'interaction avec des utilisateurs toute l'année. Que ça soit des appels téléphoniques, quand vous appelez votre VTC ou quand un chauffeur-livreur vous appelle pour vous délivrer un paquet, quand vous recevez des emails, et aussi, surtout, sur votre téléphone, sur toute la partie messaging. Notre objectif, c'est de permettre aux marques de se connecter aux utilisateurs là où ils sont, c'est-à-dire sur RCS, sur WhatsApp, sur MMS, sur WeChat, Kakao. Donc vous fournissez la techno qui connecte les utilisateurs du RCS, des apps de messaging avec les marques. Exactement. Notre travail, c'est de construire un niveau de connexion. Au-dessus de tout ça, on va proposer des API aux marques et aux intégrateurs, et puis après, certains outils pour simplifier cet accès aux API pour ceux qui le désirent. Et vous voyez donc le RCS, là, et cette nouvelle bataille dont nous parle Jérôme, comme un nouveau terrain de jeu aujourd'hui ? C'est un nouveau terrain de jeu, c'est quelque chose qui monte énormément. On voit ça aujourd'hui, donc, dans la continuité du SMS. Alors, le SMS, on parle en milliards, le RCS, on parle en millions encore pour l'instant, mais on voit que c'est quelque chose qui est en forte croissance. On est aujourd'hui à peu près à moins de 50% du parc en France qui est couvert par le RCS, et ça augmente très rapidement, à peu près 10% par trimestre. Ça va aller encore plus vite avec l'arrivée d'Apple. Et c'est surtout quelque chose, le RCS, c'est Monsieur Plus du SMS. C'est plus joli, on a des vidéos, des fichiers,
on peut réagir, on peut échanger, et c'est aussi quelque chose de plus sécuritaire. On a aussi une marque, la marque est vérifiée. Plus sécurisé, vous Plus voulez dire. plus sécurisé, pardon. Voilà. Sécuritaire, ça peut inquiéter. Plus sécurisé, plus Mais, sécurisé. et par rapport à WhatsApp, si on fait une comparaison entre RCS et WhatsApp, On peut de loin penser qu'on fait exactement les mêmes choses. On verra avec Marie qu'on ne fait pas exactement les mêmes choses sur les deux canaux. Mais c'est surtout... mais c'est le même potentiel. Il y a un potentiel énorme, et c'est surtout ce potentiel de la conversation qui arrive aujourd'hui sur les messageries. Pendant des années, on a poussé de l'information aux gens. On les écoutait pas trop, et là maintenant, on peut enfin les écouter. Alors justement, si on parle concrètement en matière publicitaire, est-ce qu'aujourd'hui les marques doivent plutôt opter pour RCS ou plutôt pour WhatsApp Business ? Alors, à mon sens, les deux canaux sont complémentaires. Aujourd'hui, le RCS, ça représente 24,6 millions de smartphones qui sont éligibles au RCS en France, ce qui représente à peu près 45% du parc mobile. Ensuite, on a le WhatsApp, du coup, avec 49 millions d'utilisateurs actifs en France. Donc, je dirais qu'en termes de couverture, c'est WhatsApp qui a l'avantage, mais c'est vrai que le RCS, finalement, s'inscrit dans la continuité, comme disait Christophe, du SMS, qui fait qu'aujourd'hui, on a déjà des larges bases d'opt-in adressables, ce qui fait qu'aujourd'hui, le RCS, à ce niveau-là, a l'avantage. Les chiffres sont aussi assez exceptionnels, on peut le dire, parce que 80% de taux de lecture, ce qui est x4 par rapport à l'emailing, 8% de taux de clic en moyenne, x3 par rapport au SMS. Et chez Sinch, je crois que nos records 2023 à Sinch France, c'est 18% de taux de clic sur la campagne Picard, 500 000 contacts adressés. Enfin, c'est des résultats qu'on n'a jamais vus auparavant. Donc voilà, le RCS, gros potentiel également pour tout ce qui est digitalisation des catalogues. On le sait, avec les dispositifs WePub, il y a un gros enjeu des marques là-dessus aujourd'hui. Donc comme on peut intégrer des PDF, la géolocalisation, c'est un format idéal. Et également le wallet, pour pousser notamment les cartes de fidélité des marques, c'est le format idéal. Donc deux formats qui ont beaucoup de potentiel en matière publicitaire. Et qu'en est-il du commerce électronique ? Est-ce qu'on peut vendre des produits sur ces environnements ? Alors, on peut dire que les deux canaux sont légèrement en retard là-dessus, mais on trouve entre guillemets des moyens de contourner finalement le paiement directement, dans le sens où on a sur RCS par exemple des expériences conversationnelles avec le personal shopper, notamment avec Picard, où on avait conçu un chatbot qui demandait en fait aux clients Picard leur régime alimentaire, leurs préférences, leur niveau de cuisine, leur goût et leur budget. Et en fonction, le chatbot allait leur pousser le menu idéal pour les fêtes de fin d'année, justement pour les soulager pendant cette période où on est quand même pas mal occupé entre le menu, les cadeaux, la décoration. Enfin, c'est une période qui est assez chargée. Donc ça, c'est sur le RCS, on peut faire ce type d'expérience conversationnelle. Et sur WhatsApp, c'est vrai que Meta va un cran plus loin, on va dire, avec le social commerce, où aujourd'hui, ils ont quand même le catalogue intégré directement dans l'application, où en fait, on peut ajouter ses produits directement dans WhatsApp. Au panier, au c'est panier, ça, exactement. Donc c'est ce qu'a fait But en fait pour Noël, où les clients étaient invités à choisir leur cadeau de Noël, et en fait ils recevaient un lien et ils étaient redirigés directement vers le panier But, et il fallait finaliser le paiement sur le site But par contre. Donc c'est là où est la limite aujourd'hui, c'est que on a la mise au panier, mais on n'a pas encore finalement le paiement directement dans l'application. Ça, c'est pour la France. Ça, c'est pour la France, parce que ça existe au LATAM, en Inde aussi également. Enfin voilà, c'est présent. Pour l'instant, c'est pas en France. On l'espère en 2025 pour WhatsApp et RCS. On verra qui le lancera en premier finalement. Et dernier point, la relation client. Quel écosystème domine ? La relation client, je dirais qu'aujourd'hui, c'est vrai que la tendance était plus sur WhatsApp. C'est vrai que c'était le canal qui était, on va dire, qui fonctionnait le mieux pour la conversation. Les clients peuvent converser avec leur marque préférée sur WhatsApp, ce qui n'était pas aujourd'hui possible finalement sur RCS. Ce qui va arriver en fait en 2025, le RCS, les utilisateurs pourront initier des conversations avec leur marque préférée en 2025. Donc je pense que ça a potentiellement changé la donne sur la tendance qu'on a aujourd'hui, parce que WhatsApp le permettait, mais là avec cette arrivée sur RCS et le RCS disponible sur iOS 18, je pense qu'on va avoir des changements de tendance en 2025. Alors, et donc l'arrivée du RCS là, sur iPhone, est-ce que vous pensez que ça va bousculer le marché ? C'est ce que j'entends entre les lignes. C'est exactement ça. On avait ce plafond de verre qui est, aujourd'hui ça ne fonctionne que sur Android, à peu près 70% du marché en France. Donc on a ce plafond de verre et on savait qu'on n'y arriverait pas plus loin. Là, maintenant, avec l'annonce, on voit qu'on peut aller plus loin. On va donc être quasiment universel d'ici 1 an ou 2. On va donc être capable de remplacer le SMS dans les usages, et de la même manière qu'une marque envoyait un SMS, elle va pouvoir envoyer un RCS. On peut justement, les marques peuvent travailler sur les deux environnements, comme dans le domaine applicatif finalement. Exactement. L'objectif, c'est toujours d'utiliser le canal qui vous semble le plus adapté à la communication que vous voulez faire. Quand vous voulez envoyer un code pour valider un achat en ligne, vous n'avez pas besoin non plus de mettre 36 000 messages, vous avez besoin de mettre le code.
Un SMS, ça peut très bien marcher, un RCS simple ou même un WhatsApp. Voilà. Quand vous voulez préparer le repas de Noël, quand vous voulez aider quelqu'un à choisir le meilleur cadeau pour la fête des pères, et ben là, une conversation, ça a un intérêt. Et là, ces nouvelles messageries ont un intérêt. Ouais. Donc il faut s'adapter en fait aux usages, aux clients, à l'environnement applicatif. Ça va demander quand même beaucoup d'accompagnement, j'imagine, pour les marques. Hein. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là, on va les accompagner, Ouais, on leur fournit non seulement les API pour pouvoir connecter et envoyer, mais aussi les outils, les chatbots, et cette arrivée de tous ces modèles d'intelligence artificielle pour générer du contenu va aider grandement les marques à générer toutes ces conversations. Mais alors, est-ce que vous pensez quand même que si on se projette un petit peu dans le temps, à terme, ce messaging, en fait, ces super apps dans les messages pourrait remplacer justement tout le domaine des applications Alors, on dépense aujourd'hui énormément d'argent à faire des applications qui sont des simples catalogues, où il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant à l'intérieur. On pourrait faire nettement mieux et beaucoup plus interactif dans de la messagerie. Donc oui, je pense... Et donc ça pourrait remplacer les apps. Voilà. Alors, toutes les apps, non. Est-ce que je vais remplacer l'app de ma banque par une conversation ? Non. Est-ce que certaines actions de l'app de ma banque vont passer dans la conversation ? C'est possible. Oui. Mais j'aurai toujours mon application bancaire ou mon application spécifique. Généralement, toutes les applications où j'aimais... Donc on va pas faire des économies. Il faudra toujours avoir un site web, une application et en plus une stratégie de app messaging, quoi. L'objectif de base, c'est toujours de s'adapter à la personne à qui on parle. Si vous habitez à Brest, je ne vais pas vous donner rendez-vous pour dîner à Strasbourg. Oui. Donc voilà. Donc si vous êtes tout le temps sur TikTok ou sur WeChat ou sur WhatsApp, je vais vous parler sur TikTok, sur WeChat ou sur WhatsApp. Voilà. Si vous êtes tout le temps sur une app, il va falloir que j'ai une app et que je puisse vous parler sur une app. Merci beaucoup à tous les deux, Marie Romy, Christophe Collier de Cinch, et puis accompagnez bien donc toutes ces entreprises pour que ce soit aussi respectueux, acceptable, hein, parce que tout ça, ça peut fonctionner si on est tous d'accord finalement avec ces modèles. Et puis merci beaucoup, Jérôme Bouteiller d'Écran Mobile, pour les invités et les sujets toujours aussi intéressants dans ce registre du mobile business. Allez, à suivre, on va parler de réglementation des professions du numérique. Allez, c'est notre moment juridique. On termine cette édition avec Carole Chartier-Djelaïbia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, membre fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Alors, vous présidez actuellement un groupe de travail qui est composé de membres du Cercle de la Donnée, mais aussi de l'Agora 41. Autour de cette question, faut-il créer des professions réglementées du numérique ? Alors moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé, amené à cette réflexion sur les professions réglementées du numérique ? Alors, en fait, ce groupe de travail, il est dans la continuité d'un groupe de travail précédent qui était aussi porté par le Cercle de la Donnée et par l'Agora 41, qui a travaillé autour de la souveraineté numérique. Donc, ce groupe de travail avait publié une étude en janvier 2022 qui s'intitulait Souveraineté numérique, essai pour une reconquête. Donc à ce titre, je tiens à préciser que le titre avait été choisi avant la création du parti politique Reconquête. Oui, parce que là, on met souveraineté, reconquête, on se dit voilà, non, c'est ça. c'était bien avant. On était bien avant. C'était avant, et voilà. Et je tiens à rappeler que le Cercle, tout comme l'Agora 41, sont des associations totalement apolitiques. Oui. Donc voilà, on avait vraiment réfléchi sur la question de la souveraineté de façon assez neutre. Même si on entendait quand même avec cette étude et cette réflexion peser dans le débat politique, parce que vous vous souvenez que 2022, c'était une année d'élection présidentielle. Oui. Donc, on avait envoyé cette étude en avant-première aux candidats qui étaient crédités de plus de 5% d'intention de vote. Et puis, on avait aussi été présenter cette étude aux parlementaires parce que l'idée, c'était que ça pèse un petit peu, que les candidats s'emparent de cette question. Et on a pu constater quand même que la question était dans le programme de certains candidats déjà. Et puis, on a pu l'entendre un petit peu dans les débats. D'accord. Alors, cette étude, elle était composée donc de 3 parties. Il y en avait une sur l'observation, une autre sur la réflexion, et puis la troisième
qui incluait plusieurs propositions, dont justement créer des professions réglementées du numérique. Mais pourquoi vous avez choisi de creuser en particulier cette proposition ? Alors déjà, bon, bien entendu, parce qu'elle nous paraissait pertinente, mais bon, ça au même titre que les autres propositions d'études, mais également parce qu'elle nous semblait assez originale. Alors, autour de la souveraineté numérique, il y avait pas mal de choses qu'on avait pu proposer, qu'on a pu entendre par ailleurs, mais celle-là, c'est vrai que c'était quelque chose de relativement nouveau. Et puis surtout, je dirais, on est peut-être resté un petit peu sur notre faim et on avait vraiment envie de creuser le point. Donc, c'est vrai que le constat de départ de cette proposition, c'était une certaine insécurité juridique qui s'explique par le fait que les pionniers de l'informatique, donc, dont l'avènement a eu lieu après-guerre, étaient principalement américains. Donc dans une logique très libérale qui prêtait pas trop à ce que ce soit régulé. Alors même si récemment on observe quand même qu'on commence à avoir une régulation, je dirais même massive au niveau de l'Union européenne parce qu'on essaie de rattraper le retard. Depuis le RGPD, on a quand même le Data Service Act, le Data Market Act, le Data Act, le Data Governance Act. En termes de cybersécurité aussi, on a NIS 2. Le Cyber Resilience Act, voilà. Mais pour autant, donc même s'il y a cette régulation, on observe aussi que les personnes qui travaillent dans le domaine du numérique n'ont pas toujours cette capacité et cette possibilité d'appliquer correctement cette réglementation. Mais justement, vous avez évoqué là tous les textes. Est-ce que vous ne craignez pas d'ajouter de la régulation à déjà beaucoup de régulations ? Alors en fait, l'idée, c'est pas d'ajouter une réglementation additionnelle, mais plutôt de donner les moyens aux personnes qui travaillent dans le numérique d'appliquer la réglementation. Donc c'est vrai que quand on dit profession réglementée, on entend tout de suite réglementer, réglementation, mais il faut aussi, les deux mots ont la même importance, il y a aussi le mot profession, donc qui est l'activité exercée par une personne dans un domaine, et c'est vraiment à la personne qu'on s'attache. Parce qu'avec l'avènement du numérique, on observe que c'est la machine en fait, qui est mise un petit peu au cœur du système et on a tendance à oublier que l'humain, il a toujours un rôle à jouer. Or, le monde, il est forgé par nous, les humains. Et donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les hommes et les femmes qui travaillent dans le numérique en capacité d'appliquer la réglementation pour une meilleure lisibilité et une meilleure sécurité juridique, en fait, qui soit à même de faire respecter nos valeurs, de faire respecter une certaine déontologie, la cybersécurité, etc., etc. Mais qu'est-ce qui vous semble le plus intéressant à noter là, dans ce que peut apporter justement une réglementation, enfin en tout cas des professions réglementées par rapport à la situation actuelle ? Ce qui est intéressant dans les professions réglementées, c'est que d'une part, pour accéder à une profession réglementée, il faut une certaine qualification. Parfois même, on a des obligations de formation continue tout au long de la carrière. Il y a aussi le fait de disposer de certains moyens. Il y a également la notion de responsabilité qui était très prégnante parce qu'en fait, en cas d'exercice illégal ou d'exercice non conforme, forcément l'individu engage sa responsabilité, il peut être radié, il peut être interdit d'exercice. Donc en fait, toutes ces choses nous semblent intéressantes. Il y a aussi la déontologie à laquelle est soumise une personne qui fait partie d'une profession réglementée. Donc je pense que tout ça pourrait être intéressant. Mais si on regarde plus précisément quelle profession, vous pensez aux DPO par exemple, ceux qui s'occupent de l'application du règlement sur la protection des données ? Au niveau RGPD. Donc les DPO pourraient devenir une profession réglementée ? C'est une des pistes envisagées. Mais c'est vrai que, par exemple, si je reprends l'étude qui a été faite en 2002 sur l'évolution du métier du DPO, on voit que, d'une part, la formation des DPO est en baisse, puisqu'un tiers des DPO n'a pas suivi de formation informatique et liberté RGPD depuis 2016, soit avant l'avènement du RGPD. Et puis, les moyens qui leur sont alloués sont assez faibles, puisque 74% des DPO n'ont pas de réseau au sein, donc des DPO internes n'ont pas de réseau au sein de leur société, et 60% d'entre eux n'ont pas de budget. Donc c'est vrai que si les DPO à l'avenir devenaient une profession réglementée, eh bien déjà ils auraient une contrainte en termes de formation avant d'accéder à la profession. On pourrait envisager une formation aussi continue tout au long de la carrière, et puis on pense qu'ils disposeraient de plus de moyens pour mener à bien leur mission, et aussi une certaine indépendance qu'aujourd'hui ils n'ont pas toujours. Merci beaucoup, Carole Chartier-Djelaïbia du Cercle de la Donnée. Merci pour nous avoir éclairé sur cette proposition. Et merci à tout le monde de nous suivre sur la chaîne Bismart et également en podcast. C'était Smart Tech, on se retrouve très vite.